For one extraordinary reason. Alors Jérôme Momcilovic, du point de vue de l'homme qui commande le blockbuster, comme Independence Day par exemple, dont on entend quelques sons là à l'instant, donc qui n'est peut-être plus au sein du studio le producteur, comme on l'a dit, mais l'homme du marketing, on voit bien qu'il s'agit de créer une marchandise qui va produire le maximum de recettes. Bon. C'est pire que ça, apparemment je crois qu'aujourd'hui il se base sur des algorithmes, c'est-à-dire qu'il y a des calculs vraiment mathématiques pour essayer de percer le mystère des goûts du public. Alors précisément, à la tête de la machine, donc le cinéaste, comment il peut devenir aussi dans ce carcan-là un auteur? Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'ils sont, on imagine qu'ils sont très minoritaires? Comment ils s'en sortent? C'est qui? Comment penser l'idée d'un auteur, d'un metteur en scène de blockbuster qui soit aussi un auteur? Je pense que là, pour le coup, la marge de manœuvre est de plus en plus réduite de ce point de vue-là. C'est qu'on parlait tout à l'heure des années 80. Je pense que c'est encore une période avec des gens comme McTiernan dont on parlait, où on pouvait encore, selon la vieille règle hollywoodienne, jouer un peu la mise en scène contre le scénario et tirer de très beaux films de scénario. Après tout, Predator, c'est complètement abruti, mais le film est très très beau au bout du compte, parce que pour le coup, c'est vraiment la mise en scène qui pense à la place du scénario. Mais aujourd'hui, je pense que c'est très dur et je pense que ça. Le problème, c'est que le public qui est visé aujourd'hui par ces conglomérats, encore une fois, qui sont dirigés par des gens qui n'ont absolument plus rien à voir avec le cinéma et qui veulent prendre aucun risque, c'est principalement un public adolescent. Ça, c'est quelque chose qui n'a fait que se creuser, se confirmer depuis une vingtaine d'années. Et pour moi, ce que ça a provoqué de plus désagréable, c'est l'apparition en contrepartie de l'idée du blockbuster pour adultes. Là, je sens que Christopher Nolan est en train d'arriver. Voilà, il arrive. Non, mais parce que c'est vraiment sur la question de l'auteur. Vous dites que c'est de plus en plus rare, mais en ce moment, effectivement, on a sur les écrans Batman de Christopher Nolan et on ne cesse de célébrer Nolan comme un auteur capable de faire... On célèbre l'auteur majuscule, capable de plier à sa volonté la machinerie. Jérôme Momcilovic, un petit cadeau pour vous. What's the most resilient parasite? An idea. A single idea from the human mind can build cities. An idea can transform the world and rewrite all the rules. Which is why I have to steal it. Vous êtes content, vous en entendez un peu de Christopher Nolan, Inception. C'est un supplice. Inception qui a été quand même un cas d'école, parce que c'est sorti il y a un an et demi. Il y a eu un délire, alors là pour le coup critique, des gens du public sont allés voir le film 25 fois pour comprendre de quoi il s'agissait sur la toupie de la fin, qu'on avait la toupie, on pensait avoir gagné quelques neurones. Alors expliquez-nous pourquoi finalement l'idée du blockbuster intelligent, tel qu'il est conçu par Christopher Nolan, au fond est un oxymore. C'est-à-dire que le cinéma américain, on sait, il est grand quand il n'est pas intellectuel. Mais bon, alors que là, on sent bien qu'il y a un désir de surautoriser le blockbuster. C'est exactement ça. Moi, c'est ce que je trouve vraiment très, très pénible. Et en même temps, c'est compréhensible parce que ça vient remplir un vide, justement. C'est-à-dire que les blockbusters, qui encore une fois sont destinés principalement à un public adolescent aujourd'hui, on le voit par exemple avec le remake récent de Spider-Man. C'est-à-dire que le premier Spider-Man n'a même pas 10 ans. C'était plutôt un très beau film, un film adulte sur l'adolescence. Film de Sam Raimi. Et 10 ans après, les studios prennent un cinéaste quasi inconnu au bataillon, principalement parce qu'il est moins cher que Sam Raimi, pour en tirer une version lissée, mais plus en phase probablement avec l'idée qu'ils se font des goûts des adolescents aujourd'hui. Bon. Et Nolan du coup occupe vraiment seul aujourd'hui ce vide-là, c'est-à-dire l'idée du blockbuster d'auteur en gros. Mais pour moi c'est vraiment de la parodie, c'est-à-dire l'extrait qu'on vient d'entendre, même l'idée dans ce que ça raconte, l'idée de l'idée, pour le coup du sacre de l'idée qu'on va instiller dans l'esprit, etc. C'est vraiment Nolan qui parle de lui pour moi à ce moment-là. Et les grosses basses qui résonnent, alors qui sont vraiment la marque Nolan, enfin la marque Hans Zimmer plutôt, qui est le compositeur de ses derniers films et du Dark Knight. Pour moi, c'est vraiment l'expression de la stratégie d'intimidation de ces films-là. C'est-à-dire, on fait beaucoup de bruit pour dire qu'on pense très fort. Voilà. Et la complexité dont vous parliez dans Inception, c'est vraiment ça. C'est-à-dire, à la limite, on s'en fout de savoir s'il y a quelque chose à comprendre. Moi, je comprends rien, ce film. Je l'ai vu 2 fois. Je comprends rien. J'ai pas envie de comprendre. Et je crois pas qu'il y ait quelque chose à comprendre dans tous ces fils emmêlés du scénario.
Sinon, l'idée qu'on est là pour froncer les sourcils, comme le font tous les personnages pendant tout le film, de manière absolument grotesque. Et vraiment, les bases d'Hans Zimmer, pour moi, c'est vraiment ça. C'est la figuration du bruit que font les sourcils quand on les fronce dans un. Oui, dans mais un c'est film vrai. de Mais Nolan, d'autant quoi. plus qu'Inception, en fait, le film débute par en gros une dizaine de modes d'emploi de machines qui ne fonctionneront mais le jamais. film ne fait que ça. Il fait que ça. Et en plus d'une laideur absolue, il y a cette fameuse séquence du bunker qui fait penser à l'espion qui m'aimait, si c'était même pas l'humour de Roger Moore. Ah oui, c'est ridicule, mais alors, en même temps, on se dit, mais alors pour quelle raison? C'est intéressant parce qu'on voit bien qu'il y a quand même des auteurs qui font des blockbusters. Au début, j'évoquais le cas de Miami Vice, 180 millions de dollars. C'est comme, alors là, on a un blockbuster absolu fait par un super auteur, le plus grand cinéaste américain contemporain. Cameron aussi. Cameron. Bon. Alors c'est intéressant. Paul Verhoeven. C'est intéressant de se dire comment se fait-il finalement que Nolan fonctionne auprès du public, ce côté effectivement la psychanalyse pour les nuls, enfin, je veux dire Pirandello pour les nuls, etc. Mais fonctionne aussi auprès de la critique, parce que Inception a fonctionné auprès de la critique. Je pense parce qu'au public traditionnel, le blockbuster, il offre ce qui est censé offrir un blockbuster, c'est-à-dire de l'excitation pure, en gros la recette qu'avait inventée Don Simpson précisément dans les années 80. Don Simpson qui était quand même un cocaïnomane notoire et qui a réinventé Hollywood à partir de sa consommation de la cocaïne. C'est vraiment comme ça que fonctionne le blockbuster depuis les années 80. Donc Nolan, il y a ça, sauf que c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le bruit, c'est plus seulement le bruit du quartier qu'on détruit du blockbuster, c'est le bruit de l'intelligence supposée, qui n'y est pas, mais en tout cas qu'on met en scène, qu'on signifie tout le temps. Michael Mann, c'est vraiment très différent. Alors, Miami Vice, pour moi, c'est un film sublime, c'est un des plus grands films des 10 dernières années. J'ai du mal à le concevoir comme un blockbuster. Et pourtant, c'en est un. Mais est-ce qu'il a eu un gros succès public? Non, il a été rentabilisé, mais en même temps, il est conçu, il est produit presque au prix d'un malentendu. À l'époque, les producteurs imaginent, même si Michael Mann est coproducteur. Et de fait, c'est un film qui ne passe pas du tout par les canons du blockbuster. Donc ça veut bien dire que certains blockbusters arrivent justement à penser par moment au prix d'un malentendu, à leur corps défendant, via des auteurs qui s'y logent, parce que c'est la grande tradition du cinéma américain, c'est de croire toujours à l'idée que le populaire et l'auteur fonctionnent ensemble. Bien sûr. Le blockbuster, c'est aussi, on pourrait dire, un dérivé de cette idée-là. Après,